Alors, la Goulette, dites-nous un peu, c'est le port? C'est le port de Tunis. Il y a eu un film qui s'appelle Un été à la Goulette, que les gens ont vu. Et la conclusion de ce film, c'était que la Goulette est une succursale du paradis. C'est-à-dire? Car les trois grandes religions monothéistes y vivaient complètement en paix. Et donc, moi, j'ai passé toute mon enfance là, et c'est vrai qu'on voyait toutes les fêtes des trois religions, on pouvait assister à tout. Et donc, il y avait la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, donc les trois. Et on assistait vraiment à toutes les fêtes, on participait un petit peu à tout. C'était marrant parce que même les maisons, c'est ça complètement, où j'ai été baignée là-dedans, qui a fait, enfin en tout cas dans vos chansons après. Alors vous êtes l'avant-dernière d'une famille de 6 enfants et vous avez une vie plutôt agréable, hein, dans ce que j'ai lu, tantôt à la mer, tantôt une enfance paradisiaque, il faut bien le dire. Oui, au bord de la mer, le ciel bleu toujours, et c'était magnifique, quoi. Donc là, très tôt, en fait, vous allez commencer à écrire, à composer des mélodies. Enfin, à composer. Est-ce qu'à 4 ans, on compose des mélodies? On entend de la musique dans sa tête, hein, c'était ça. Donc, inspiré par votre père, qui était, lui, mon père jouait du piano. Ouais. C'était pas son métier, hein, c'était un commerçant. Il installait les réseaux ferroviaires en Tunisie, mais il jouait du piano, et tous les jours, il nous jouait tout un tas de choses, du Chopin en particulier. Et il y avait beaucoup de musique dans la maison. Et ma mère chantait en faisant la cuisine. Et donc là, ça a été le début de... Enfin, vous êtes dit... Ce que vous disiez, quand on est petite fille, on se dit toujours je serai chanteuse. Non, je n'ai pas pensé à ça tout de suite. Par contre, j'ai écrit une première chanson quand j'avais 8 ans. Les mélodies, depuis l'âge de 4 ans, j'en avais dans la tête, donc j'en créais déjà, mais je n'avais pas la conscience. Encouragée par votre père, hein? Ah, il m'avait félicité, je me rappelle. Le premier poème que j'avais écrit, il m'avait dit « Tu seras un grand poète ». Et vous vous souvenez quelle était un peu la thématique? Le premier poème, c'était l'automne, parce qu'on avait des saisons très caractérisées par... C'était des grandes différences. Et en Tunisie, l'automne est magnifique, et voilà, les premières feuilles qui tombent, ça m'avait beaucoup inspiré. Alors, donc, vous allez écrire ces poèmes, composer, et puis aussi la chorale, évidemment. Hein. Ah oui, ça a été la révélation tout de suite. En fait, l'école, ça m'intéressait pas des masses, hein. Je sais pas, ça doit intéresser, si ça intéresse beaucoup les enfants. Oh, il y en a certains, quand même. Mais en fait, la chose qui m'a passionnée, c'était la chorale, voilà. C'était d'aller chanter tous les jours, donc on m'avait inscrite là, et tous les jours de midi à midi et demi, à l'école, hein, Notre-Dame de Sion, à Tunis, j'allais chanter, et c'était merveilleux pour moi, parce que je trouvais que chanter faisait oublier tous les soucis. Et puis c'était un moyen, enfin, de ce que j'ai lu, de vous démarquer un peu de votre sœur. Ah, ma sœur surdouée, oui. Surdouée. Vous en avez un peu non, c'était formidable. Souffert, non, pas du tout. J'étais très en admiration. Elle avait tous les prix d'excellence. Et puis c'était très pratique pour nous qui venions juste après elle, parce qu'elle faisait nos devoirs tout de suite comme ça, à livre ouvert. Elle nous traduisait les versions latines et tout. Non, j'en ai profité. J'en ai profité beaucoup. Donc, vous arrivez en France avec toute votre famille à l'âge de 13 ans. Oui. Vous arrivez à Strasbourg. Vous allez passer votre bac et poursuivre des études au départ de lettres modernes. Oui. Vous avez une licence de lettres modernes. Et là, qu'est-ce qui vous d'un seul coup, guidait? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? J'en ai eu assez des études. Je voulais gagner ma vie. Je voulais être indépendante. Je voulais être dans la vie. Non, mais pourquoi lettres modernes? Enfin, je veux dire, pourquoi le chant finalement. J'étais très bonne en lettres, en maths aussi d'ailleurs. Mais voilà, les lettres, ça m'intéressait bien. Mais puis je me suis dit non, passer ma vie à continuer à faire des études, ça ne me plaisait pas, je voulais vraiment travailler. Et donc j'ai choisi un métier qui se rapprochait du domaine artistique, puisque c'était l'esthétique. Le visagisme en particulier. Oui, esthétique, visagiste. C'est vrai, quand après, on voit le lien avec... Enfin, on voit pas vraiment le lien avec chanteuse, mais on va y venir. Mais bon, oui, le côté peut-être artistique. Le côté créatif, oui. Le côté créatif. Et qu'est-ce que vous... Enfin, c'est-à-dire exactement, c'était... Eh bien, je suis arrivée à Paris et donc j'ai commencé à exercer mon métier. Alors, évidemment, on commence à vous mettre dans des stands de produits de beauté pour vendre des produits de beauté, mais ça m'intéressait pas du tout. Et puis, j'avais fait
donc un diplôme de maquillage, de scène, de ville, etc. Et je faisais des démonstrations. Et ça, c'était génial parce qu'on était sur un podium et transformer quelqu'un par le maquillage. Hein. Vous voyez, comme nous, quand on arrive au maquillage le matin, je trouvais ça vraiment formidable de voir la joie des femmes devant cette transformation, quoi. Alors à 26 ans, il vous arrive un truc incroyable puisque vous êtes nommé au poste de direction, c'est assez jeune quand même, d'une branche française d'une entreprise de cosmétiques anglaise, oui, qui a depuis disparu. Et qui était la concurrente directe de Marie Quant. Marie Quant, donc bien connue, maquillage anglais. Et donc là, à 26 ans, c'était quand même... Oui, vous dirigiez combien de personnes? Oh là là, d'un seul coup, je ne sais plus le nombre exact, mais je devais avoir 6 démonstratrices et autant de représentants. Et c'était difficile. C'était difficile à 26 ans. C'était un changement de vie. Et là, complet, il vous arrive un truc, ça doit déplaire à certaines personnes, mais vous, ça vous a plutôt servi. C'est que la firme anglaise ferme ses portes en Angleterre, et donc vous êtes licencié. Et au lieu de j'étais très heureuse. Crier votre désespoir. Maintenant, vous étiez ravie parce que ça vous a donné l'occasion de commencer à chanter, en fait. Parce que je chantais mais comment? Enfin, je veux dire, c'est pas né comme ça. Vous y pensiez depuis un certain temps. Oui, j'écrivais des chansons, bien sûr, et il arrivait que je fasse des galas ou que j'aille chanter dans des cabarets, que je menais un peu de vie parallèle. Ouais. Donc, je vivais la nuit et le jour. C'était beaucoup, quand même. Et dans la journée, je faisais mes démonstrations de maquillage. Et puis le soir, j'étais avec des groupes de musiciens. Et donc, je me disais, un jour, il faudra que je m'arrête pour chanter. Mais je voyais mes amis comédiens et ce qu'ils vivaient. Je me disais, moi, je voudrais une sécurité derrière. À l'époque, aussi, mais c'est assez étonnant. J'ai 4 bras. Vous avez 4 bras. Non, alors en fait, sur de l'autre côté, j'étais tombée en extase devant une danseuse indienne. Vous savez, la danse indienne comporte des mudras. Ce sont des petits gestes que font les danseuses indiennes sur les paroles des chansons. Et je voulais absolument faire ça sur mes chansons. Donc, je suis allée prendre des cours et j'ai commencé à créer ce genre de petite chorégraphie qui ne bouge pas beaucoup, mais enfin, les mains, quand même, sont actives. Et quand il y a eu le 2e disque, c'était le temps du disco. Et le producteur m'avait dit il faut absolument faire un disco. C'était l'époque de Claude François, des Claudettes, et tout ça. Donc, grande botte blanche, cuissarde, mini-jupe, mini-robe. Mais elle n'est pas si disco que ça, on va l'entendre. Non, elle est pas, non. Enfin, il y a le rythme quand même disco. Oui, il y a le rythme, bon. Et donc, j'arrive à ce qui était les découvertes TF1 de l'époque. Ça s'appelait Découverte TF1, c'était les Star Academy. C'est en fait un peu la Star Academy. Voilà. Ça existait déjà, en fait. Ça existait déjà, mais il n'y avait pas le château, il n'y avait pas les télés intégrées, il n'y avait pas les SMS. Les gens votaient par carte postale. Et on n'était pas en concurrence avec 17 chanteurs, c'était avec un seul. Et quand on avait gagné, on revenait la semaine suivante. Donc on faisait beaucoup de télé comme ça, et c'était formidable pour les chanteurs qui démarraient d'être là. Bon. Et donc ça m'est arrivé. Et quand je suis allée passer les auditions, en fait, pendant les répétitions, un jour, mon chorégraphe m'a... La chanson faisait 9 minutes. C'est très long, 9 minutes 02. Parce que ça allait dans les discothèques. Hein. Donc la version longue... Et ça a cartonné dans les discothèques. Ah bah, c'était numéro 1 dans les discothèques, oui. Les gens dansaient dessus. Et donc à un moment, il en était à 5 minutes de chorégraphie. J'étais devant la glace, les mains comme ça. Je sais pas ce que... Voilà, j'attendais qu'il soit inspiré. Il se met derrière moi, il a décalé ses bras comme ça. Et il a poussé un profond soupir. Et il a fait « j'ai plus d'idées pour aujourd'hui ». Et là, j'ai vu dans la glace les 4 bras. J'ai dit « s'il te plaît, on garde ça sur la chanson ». Et il me dit « oh, bah si tu veux ». Et donc, ça a illustré 2 secondes de la chanson. Bon, on va regarder un extrait, parce que là, on en parle, on découvre ça ensemble. Mais en fait, le producteur... On va juste regarder, on en reparle après. D'accord. Détiens le flambeau, tu chantes déjà au réveil,
Voilà, donc étonnant, étonnant. Oui, c'était un des premiers clips visuels, quoi. Donc, je suis passée partout. Est-ce qu'on vous en reparle de cette chanson aujourd'hui quand vous faites vos concerts? Ah ben, ils la veulent, hein, donc je suis obligée de la chanter. Et le chorégraphe est un ami depuis 30 ans, donc il vient avec moi dans les grandes occasions. Et en fait, c'est le producteur de TF1, de l'émission des Star Academy, qui avait exigé que les 4 bras soient sur toute la chanson. Donc plus de mini-robe, plus de grandes bottes, et c'était la grande robe blanche pour le cacher, parce qu'il voulait que le danseur soit complètement caché, que la poupée bouge comme par magie, et il nous a donné 1 mois de plus pour réaliser ça, ce qu'on a fait. Alors vous allez évidemment continuer, ne pas vous arrêter en si bon chemin, vous avez de nombreux albums, alors 81, Au Soleil, 84, Le long du fleuve Amour, 89, Kirwell, enfin il y en a d'autres, 2004, Monde, avec, en fait, vous vous inspirez beaucoup de toutes les cultures du monde, c'est un peu votre, entre guillemets, votre marque de fabrique. Oui. Ben, j'aime la musique du monde entier. Je trouve qu'en plus, dans la musique folklorique, hein, traditionnelle, il y a une base qui est commune à tous les peuples. Quand vous prenez une musique de Bolivie, par exemple, c'est proche dans les mélodies, c'est pas le même rythme, mais c'est proche de ce qui est en Bretagne. J'ai remarqué ça. Et dans tous les pays, vous retrouvez une base commune, comme si... Donc vous traduisez... Enfin, comment ça se passe? Vous traduisez des musiques traditionnelles? Non, en fait, je trouvais que la musique que je composais ressemblait à des musiques traditionnelles. Et en 2004, j'ai fait un album avec que des musiques venues du monde entier, où j'ai mis des paroles. Alors, vous avez donc, depuis, donc je le disais tout à l'heure, hein, ce message de paix que vous tentez de transmettre. Au mois d'octobre, vous avez organisé un concert parrainé par l'ONU où il y avait de nombreux artistes présents pour tout simplement, Et le DVD va sortir bientôt. Bientôt. Alors, dites-nous un peu, c'était à la Mutualité. C'était à la Mutualité le 15 octobre dernier. Il y avait Rika Zaraï, Francis Lalanne, Bernard Ménez, Jean Manson, Linda de Souza, Corbier, et je ne sais plus, toute une flopée d'artistes. Et en plus, il y avait ceux qui n'avaient pas pu venir, comme Enrico Macias, qu'on avait filmé, donc il participait quand même. Il y avait Michel Jonas, il y avait Amanda Lear, enfin... Très souvent, même ceux du cinéma avaient donné ou un message de paix, ou avaient permis qu'on vienne les filmer et que ce soit projeté sur grand écran pendant le spectacle. Donc ça a été un grand rassemblement, c'est sur mon site, hein, kibaro.com, on peut trouver les messages de paix de tous ces artistes. Il y avait aussi les sportifs. Hein. Voilà. Et alors aujourd'hui vous continuez puisque vous serez en concert le 1er et le 2 avril au Casino de Paris. Oui. Et là, pour aider une association humanitaire qui œuvre au Vietnam. Donc là, comment est née cette rencontre finalement? J'ai rencontré Maurice Benoît qui est journaliste et qui est allé adopter une petite fille au Vietnam. Et là, il a rencontré Mère Isabelle, qui est la mère Teresa du Vietnam. Et il a vu le travail remarquable qu'elle fait auprès des enfants, auprès des plus démunis là-bas. Et il a décidé d'aider. Et donc, quand il m'en a parlé, je lui ai dit j'ai un prochain spectacle au Trianon, c'était en 2004. Si tu veux, on le fait pour aider cette association. Et donc, cette mère Isabelle est venue sur la scène le soir du spectacle et elle a parlé en anglais à tout le monde en racontant aux enfants de la chorale justement qu'eux avaient des chaussures, des vêtements, mais que ces enfants n'avaient rien pour se vêtir. C'était très émouvant et voilà, on a commencé à aider comme ça et tous mes spectacles ont été faits pour faire parler de ça. On verra dans quelques instants justement ce spectacle. Je voulais qu'on vienne un peu aux enfants parce que les enfants, ça a été, c'est évidemment, vous en avez, mais c'est très important pour vous. Et notamment, vous avez à un moment donné de votre carrière décidé de vous consacrer vraiment à ce jeune public. Vous avez réalisé, 94, Les Contes de la Licorne, 99 Dans la forêt, 2002 À l'enfant roi. Pourquoi tout d'un coup avoir bifurqué vers ce jeune public? Mon enfant avait 3 ou 4 ans à l'époque. Je me voyais pas sur les routes. Hein. C'était après l'Olympia, il avait 2 ans et demi et je me voyais pas sur les routes avec les musiciens, avec la nounou, avec le bébé dans les bras et tout le reste. Et c'était très compliqué. Mon mari travaillait à Paris. Et donc là, je me suis mise à écrire des livres et à faire des spectacles pour enfants. Parce que spectacle pour enfants, vous finissez à 4h. À 4h30, vous pouvez chercher votre enfant à l'école. Et donc ça a duré 4 ans, 5 ans. Comment on écrit pour les enfants? Enfin, je veux dire,
Ben, vous savez, quand vous avez un petit bébé dans les bras, ça vient tout seul. Hein. Enfin, quand vous avez l'habitude d'écrire des chansons, vous avez envie de lui chanter à lui des choses qu'il peut comprendre. Et bon, et les sujets qui l'intéressent, vous le voyez. Et oui, je n'ai pas beaucoup réfléchi comment c'est venu, mais ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai fait des contes pour enfants, beaucoup de contes. Alors aujourd'hui, votre concert, donc 1er avril, au Casino de Paris, qui s'intitule Intemporel. Alors L'intemporel, pardon. Pourquoi intemporel? Parce que justement, il y a encore ces musiques de tous les pays. Hein, vraiment, toutes les cultures sont réunies et que ça parle de choses qui sont intemporelles, c'est-à-dire des émotions de tout être humain. Et de la femme en particulier. Ça s'adresse particulièrement parce qu'il y a un single dédié à la femme. Oui. Pourquoi? C'est dans l'air du temps? Non, parce que j'écoute beaucoup. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Tant mieux. Oui, il y a la fête de la femme bientôt. Le 8 mars, oui. Ah ouais. Mais politiquement, c'est dans l'air du temps. En fait, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'entente de l'homme et de la femme et que ce serait bien qu'on arrive à une plus belle harmonie entre nous. C'est vrai que être en couple, c'est toute une histoire hein, pour trouver l'harmonie dans un couple et que ça fonctionne et que ça dure, etc. Et que c'est vrai qu'il faut arriver à se comprendre parce qu'on a des langages très différents, des émotions très différentes. Et donc moi, je connais bien celle de la femme. Je me suis renseignée auprès de mes amis, donc j'ai vu que c'était pareil. Hein, d'où ce single dédié aux femmes. Alors votre spectacle, on va le voir là dans quelques instants, très jazzy. Hein. Il y a une parenthèse jazzy, il y a beaucoup de gospel adapté en français, justement avec les chorales d'enfants, parce qu'ils adorent ça. Mais oui, il y a un petit peu plus de jazz. On regarde tout de suite. Je n'ai pas emprunté les routes tracées. Je n'ai pas écouté les conseils sensés. Non, j'ai tracé mon chemin avec la force de mes mains. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'amour est ici pour pouvoir réparer mon cœur endormi. Je n'ai pas refusé d'aller dans la vie. Les feux de la passion, les tourbillons de l'émotion, ça rallume la lumière dans les yeux amers. Voilà, donc je le disais, très jazzy. Là, c'est un autre registre que vous aviez pas eu. Non, c'est depuis 2005, quand il fallait que je fasse le petit journal, on m'a demandé de rajouter. Oui, le petit journal, donc fameux petit journal à Montparnasse. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, comme tous mes musiciens sont des musiciens de jazz, ils s'en sont donnés à cœur joie, vous pensez. Et alors, donc là, vous êtes en concert très prochainement. Quels sont vos prochains projets? Un nouvel album? Alors après, on va partir un petit peu dans toute la France, un petit peu au mois de mai, un petit peu au mois d'octobre, novembre, décembre. Et puis ensuite, sûrement, je vais sortir un bouquin qui va raconter le détail de ces... Vous aviez déjà sorti un livre? Oui, j'ai déjà sorti une bio, mais c'est la suite. C'est la suite de mes histoires. Donc, avec, comme je le disais, ce message de paix que vous tentez de distiller, entre guillemets, au travers de toutes vos chansons, vos albums. Dernière question, Hélène Kibaro, quelle est votre femme d'exception? Ah oui, j'en ai 3. Eh ben, c'est très bien. J'en ai 3. Alors la première, c'est France Gall, parce qu'elle a réussi à bien harmoniser le tout, la vie de famille et la vie de ce que je sais. Et sa vie de chanteuse, parce que ça, c'était une chose ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, absolument. Qui a été important. Ouais. Oui, parce que généralement, on sacrifie l'une ou l'autre.
On a beaucoup d'exemples dans le showbiz, que ce soit Barbara, que ce soit Dalida, etc. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de mari, et elle finissait toute seule, quoi. Donc avoir un mari et des enfants, c'est quand même une grande chose pour nous. Maintenant, ça a changé. Hein. Maintenant, elles partent en tournée avec leur bébé dans les bras et le mari à côté. La deuxième? La deuxième femme, c'est Valérie Lemercier pour tout ce qu'elle fait, parce que d'abord, elle est extrêmement drôle et que j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. La troisième, c'est Josiane Balasco, parce que bon, ce sont des maîtresses femmes. Hein. Elles gèrent tout ça toutes seules. Elles montent que des femmes dans le cinéma. Dans le cinéma, ouais. Ouais. Il y a un auteur que j'adore aussi, c'est Amélie Nothomb, parce qu'elle me fait rire énormément. Bon, merci beaucoup Hélène Kibaro. Donc je crois qu'on a vu vos albums là qui sont passés, qui sortent, donc notamment celui dédié à toutes les femmes. Oui. Donc c'était tout à fait opportun dans Femmes d'exception. Et puis Monde, et on vous voit donc très bientôt au Casino de Paris. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Femmes d'exception. Merci à toute l'équipe technique, merci à Agathe Calfon et un grand merci à Julie Murat, qui m'a beaucoup aidée pendant ces 6 mois. Voilà, donc je voulais la remercier tout particulièrement. On se retrouve la semaine prochaine et dès lundi, vous retrouvez Anne-Gaëlle Petit. Au revoir à tous, très bon week-end.